pas rester chez eux, ne pas se fermer, mais aller vers les gens. Voilà. Il y a... Il y a juste un point sur lequel on est passé très rapidement. Ce collectif aussi de la présentation a apporté des données qui nous semblaient tout à fait cohérents avec toutes les problématiques du territoire. En fait, quand on a fait ce travail sur les besoins des professionnels, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de besoins sur lesquels on ne peut pas agir. Ils ne sont pas de notre politique, que nous, on ne peut pas résoudre, même avec toute la bonne volonté, même avec toute l'envie de faire des bénévolats comme une en formation. Donc, on a aussi ce phénomène assez important qui est des collectifs pour pouvoir demander à ce qu'il y ait des choses qui bougent, qui prennent le travail qui est sur le terrain, et il faut Je donne l'avis en tant que chargé de responsable. Je pense que pour renforcer justement le côté plaidoyer, il y aurait un réel intérêt que vous puissiez vous appuyer sur les que dans de violence, parce que peut-être vous aurez des écarts justement entre ce qui va se produire dans cet observatoire et ce que vous allez chercher pour pouvoir les confronter justement pour cimenter votre faiblesse avec intéressant. Votre réaction? C'est bravo. Désolée, j'étais assoiffée, donc j'ai pas pu t'écouter. J'aimerais vous voir juste après pour savoir ce que vous allez présenter. Je voulais savoir s'il y avait qu'est-ce qu'il en est de la réalité des chiffres ici en termes de statistiques, parce que j'ai l'impression que finalement les violences ne sont pas suffisamment signalées. Moi j'ai cherché en fait des chiffres et j'en trouvais pas. Il y a des choses qui étaient complètement incohérentes. On retrouvait même les chiffres des féminicides, on ne sait pas. Est-ce qu'on a des chiffres sur ce qui se passe ici? Et je pense que les données sont sous-représentées en métropole, et moi je pense que c'est bien quand même qu'on puisse avoir la réalité sur le terrain. On a une grosse problématique de recensement et de données pour plusieurs raisons, notamment pour des raisons liées aux questions sociétales. Beaucoup de personnes qui vivent sur le territoire dans les études et sur la problématique d'autres vraiment de chiffres qui sont propres à la réalité du terrain. Malheureusement. Je peux me permettre de préciser une petite précision. C'est la difficulté de mettre tellement de données, ce qui fait qu'on n'est pas forcément dans la statistique nationale. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, on a dû faire un travail avec l'INSEE et l'ARS pour avoir des données locales, parce que tout simplement, on n'est pas intégralement dans les études nationales. Et c'est vrai, je sais plus, c'est barrières, mais je pense que ici, la dénonciation de la violence, c'est un phénomène aussi qui est relativement récent, et ça, on le doit quand même au dynamisme associatif local, qui pousse les personnes, qui les accueille avec les autres et qui les accompagne dans la démarche, donc de déposer plainte, voilà, de demander un appui, un accompagnement quelconque. Donc c'est un travail qui va peut-être connaître un essor, parce qu'on peut de formation. On suffit pour faire prendre professionnels la nécessité de d'apporter des éléments de réponse pour pouvoir avoir des situations
niveau local et pouvoir apporter des réponses adéquates à la nécessité. Je reprends comment les données. Oui, c'est grosse problématique. Quand même mettre en place l'observatoire. Et la grande je vais dire, la rétention d'informations. Chacun veut faire un truc à côté, vous pas donner à l'autre. C'est aussi une forme de pouvoir en fait de garder ce qu'on a. Il n'y a pas de partage sur ces données-là. Et même quand on demande par exemple une adresse, lorsque je mets les données par exemple, l'adresse hors Mayotte. Pourquoi? Parce que en fait il y a des données qu'on a et qu'on ne donne pas et on ne peut pas les récupérer. Donc ça c'est une et aussi en fait c'est pas tout le monde qui voit l'importance des données. Les données ça permet quand même de faire parler un phénomène, de dire l'importance du phénomène, de justement mettre en place derrière des mesures, de faire en sorte en fait qu'on puisse avancer justement sur la prévention en fait. Là par exemple, quand je dis qu'il reste que 5 psychologues sembleraient au rectorat, on a eu une réunion il y a 2 semaines de ça, on nous dit sur plus de 18 postes, il y a 5 psychologues en poste. Personne n'a ces chiffres-là, à part le rectorat par exemple. Et nous, on ne peut pas par exemple dire, attendez, on fait comment pour recruter? On manque en fait de travailleurs en haut en fait vos chiffres pour ils ont besoin de formation. Ok, on fait des besoins de remontée de formation. Lorsqu'on fait les besoins de formation, je suis désolée de le dire, mais les professionnels ne s'inscrivent pas non plus. Donc je vais me faire lyncher aussi. L'observatoire, par exemple, j'ai fait des demandes de remontée de formations qui sont en place, des formations, en tout cas, les formations ne vont pas. Par exemple, le département qui a pris un peu de les formations sont mises, mais c'est vide. Les intervenants ne viennent pas sur le territoire, on annule des formations comme ça, et au final. En fait, on recommence à zéro à chaque fois. Voilà. Non, je ne vais pas dire ce que c'est. Non, ce que tu dis là, c'est une réalité. Hein. Personne ne va te lyncher, c'est une réalité. Hein. Donc, sur la question du partage pas des de données. lynchage sur Amani, parce que moi, je la soutiens à 500 000%. Parce que effectivement, ce sont des indicateurs qui sont récurrents sur le territoire et vous l'avez bien dit, effectivement, c'est une communication qui part faire lâcher. Non? Il n'y a pas de lynchage. Non, mais ma parole et justement, c'est à partir de là, on a besoin des uns et des autres et de mutualiser aussi nos compétences pour faire avancer ce territoire à destination des jeunes et des parents pour lesquels on est là. En tout cas, sur la question du partage des données, on s'est tous mis d'accord entre personnes dans l'ambition de créer ce fameux collectif sur l'importance de partager toutes nos données, qu'elles soient quantitatives, de partager nos outils, de tout mettre en commun, de tout mutualiser. On est tous d'accord sur l'importance de partager les données. Et voilà. Juste une remarque par rapport aux passions et aux propositions de formation. S'il y a moyen de penser horaire, aménagement ou facilitation de l'accès aux formations, ce serait top, je le sais. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a proposition de visioconférence
lors d'une formation, ça facilite. Surtout pour la formation qui est proposée en présentiel, c'est sur Mamadou, avec un problème de circulation de connexion. Nous tous sommes en difficulté, que ce soit les psychologues, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers. Sachez qu'un professionnel de santé qui s'apprend toujours aujourd'hui pour pouvoir aller à une formation, parce que c'est important d'être à jour, d'actualiser, d'être au top pour nous sommes peu nombreux et de servir la population de manière efficace. Une absence d'une journée sur son lieu de travail de 3 journées comme je l'ai fait là, ça veut dire 1 mois d'avance, parfois plus pour certains, pour des demandes de rendez-vous et des patients derrière qui se plaignent parce qu'on n'est pas assez disponible, parce qu'un mois c'est long et parce que c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et quand c'est possible de toujours proposer en visio, c'est top. Et quand c'est possible que ce ne soit pas toujours à Mamoudzou et sur des horaires hors horaire de travail, même 19h, 20h en visio, ça peut se faire. D'ailleurs, mardi en sortant d'ici, la nuit, jusqu'à 23h, j'étais connectée pour une formation en ligne en métropole pour me mettre à jour. Donc ça peut se faire aussi. Voilà, merci. Parfait. De toutes les façons, j'allais dire que le Covid nous a appris à fonctionner autrement. Effectivement, maintenant, je pense qu'il y a un peu plus le réflexe quand on organise des événementiels comme ça, de donner la possibilité aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer à distance. Mais il faut le répéter, il faut faire un rappel et dire, surtout avec les embouteillages, il y a une autre façon de travailler, d'échanger, de communiquer. On sait que les difficultés sont nombreuses, on est au courant de tout ça. Mais on rêve, parce qu'un projet commence par un rêve. On rêve d'abord et on essaie d'avancer avec la motivation et on espère bien sûr réussir ce projet-là. Merci de nous avoir écoutés. Bravo! 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 Bravo. Bien. Oui, je vous intégrer juste 2-3 minutes et après, laisse respirer tranquillement. Avant de vous libérer, qu'on aille tous manger parce qu'on a déjà dit j'ai faim. Ah, il y a une présentation qui ne fait rien dit. Donc, en tout cas, avant de clôturer cette discussion, je voulais prendre 2-3 minutes de votre temps pour parler des difficultés que nous rencontrons en tant que professionnels accompagnant des personnes victimes de violences sexuelles. Parce que vous l'aurez compris, on a rapidement parlé de cela ce matin, mais je n'ai pas eu l'occasion de vraiment m'attarder là-dessus. Je pourrais vous dire qu'on n'a pas suffisamment de thérapeutes, je pourrais vous dire qu'on n'a pas suffisamment d'idées. Enfin, la liste est tellement longue pour quelque chose qui est en train de se bâtir, mais pour vous faire comprendre, je vais essayer de vous embarquer avec moi dans un écrit qui ne sera pas du tout agréable, vous l'aurez compris, mais j'espère qu'à la fin, on prendra conscience de l'importance qu'il y a à agir ensemble pour une réflexion commune. Donc déjà, pour commencer, je vais donner la définition du mot enfant. Donc du latin infantem, qui veut dire celui qui ne parle pas, et par conséquent, souvent, celui qu'on n'entend pas. Donc imaginez-vous être une petite fille de 5 ans, née dans une société qui vous embrigade et qui vous oblige dès le départ à donner le meilleur de vous-même au bout du mabawa. On vous dit qu'il faut être parfaite, qu'il faut être dans le rôle qu'on vous impose, celui d'être une bonne épouse. Imaginez-vous être cette petite fille à qui l'on martèle que le groupe passe avant votre individualité, parce que oui, le Uche ou Wadago doit passer avant tout. Imaginez-vous encore être cette petite fille de 5 ans à qui l'on inculque la peur de l'homme tout en la laissant à sa merci. C'est la famille, comme si cela justifiait tout. Imaginez-vous grandir avec un fardeau invisible mais écrasant, celui qui surveille chacun de ses gestes, chacun de vos parties intimes, parce que vous l'apprendrez bien assez tôt, toute violence commise à votre rencontre sera de toute manière de votre responsabilité. Imaginez-vous être une petite fille
Dans un monde où l'on enseigne aux petites filles, aux femmes, à se méfier des petits garçons, des hommes, mais jamais aux petits garçons, aux hommes, à respecter les filles, les femmes, comme étant leurs égales. Imaginez-vous encore être cette petite fille pleine de rêves et d'espoir, dont l'innocence sera brisée en une nuit du mois de Maolid, où un homme de l'âge de votre père, peut-être de l'âge d'un membre de votre famille, du moins un adulte, vous arrachera à votre enfance par un acte de violence inqualifiable, détruisant votre vie à jamais. Imaginez-vous toujours être cette petite fille brisée, à qui on n'a jamais appris à parler ou à se confier. On vous a seulement appris à vous taire, parce que rappelez-vous, vous devez être lisse et parfaite. Imaginez-vous encore toujours être cette petite fille luttant intérieurement pour exprimer la violence qui vous ronge, mais sachant qu'à force de tentatives, de toute manière, la culpabilité retombera toujours sur vous. Parce que vous êtes née femme et qu'importe l'âge auquel vous serez agressée, on jugera toujours vos actions avant même de se pencher sur les actions de votre agresseur. Les défenseurs zélés de ces hommes nous crieront toujours « mais la présomption d'innocence », oubliant commodément la présomption d'être victime. Imaginez-vous maintenant adulte, vous avez 18 ans. Malgré tous vos efforts pour vous en sortir, votre quotidien reste sombre. Insomnie, perte de contrôle, nervosité sont devenus votre lot quotidien. Imaginez-vous être cette jeune femme rejetée par votre propre famille parce que vous avez commis le crime ultime, celui de dénoncer un membre de votre famille comme étant votre agresseur. Ce n'est pas l'inceste, messieurs, dames, qui est à vous, c'est le fait de le nommer. Osons libérer la parole, c'est ce que scandent toutes les associations, toutes les institutions depuis plusieurs années. Et pourtant, vous le savez, l'abandon retombera toujours sur vous. Vous y croyez malgré tout et vous imaginez que peut-être dans un monde qui pourrait être ouvert à d'autres personnes, vous pourrez parler librement de ce qui vous est arrivé. Et c'est dans cette croyance que vous prenez courage et vous décidez d'aller porter plainte et de demander justice. Imaginez-vous donc ensuite rejeté par votre famille, sans abri, sans soutien, alors que les structures d'hébergement vous disent « Nous sommes désolés madame, nous n'avons plus de place ». Imaginez-vous enfin, seul, humilié par toute une communauté, obligé de revenir vers votre agresseur, d'implorer pardon auprès de celles et ceux qui vous ont trahi, parce que vous savez, être dehors pour une femme est une autre forme de violence. Mesdames et messieurs, nous sommes face à ce que notre société a de plus à dire. Cette société qui force ses professionnels à fermer les yeux face à l'indicible et à prononcer des phrases intolérables et imprononçables ailleurs en France. Faites-vous petite et cohabitez avec votre violeur. C'est dans cette réalité-là que la société mahoraise tente de survivre. C'est une société malgré tout qui lutte, qui résiste, mais qui face à l'urgence sociale et sanitaire qui nous accable, ne fait jamais assez. En tant qu'individu, en tant que personne, en tant que structure, en tant qu'institution, je nous exhorte, parce que nous sommes tous responsables, donc je nous exhorte humblement à remettre au cœur du débat public la nécessité de protéger les personnes victimes, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines, mais surtout, quelle que soit leur situation administrative. Après ça, on parle au GMI de dire autre chose. En tout cas, et pour moi, c'est plutôt
aiguë avec des PCR possibles de LCR. Donc là, on est sur une autre nosologie. Voilà, axé autour des violences intrafamiliales. Nous allons qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à tous les intervenants depuis la première table ronde. Jusqu'à la deuxième partie de la table ronde, encore plus à Fabienne. Lève-toi qu'on t'applaudisse, viens. Saïrati, encore une fois, pour faire la photo avec Fabienne. Parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour franchir le pas, mettre des mots dans ce qui vous est arrivé, vivre avec, essayer de se construire, de se réparer. Bravo aussi à la maman de Saïrati, je ne sais plus si elle est partie, mais un modèle pour tous les parents, parce que il ne s'agit pas seulement des mamans, des pères aussi. Donc un tonnerre d'applaudissements. Et ça ira. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de ce matin. Et merci beaucoup. Personne ne sort ici sans avoir acheté le... Okay, très bien. Donc, j'espère que cette matinale, cette table ronde, nous a permis d'adopter nous avons appris, pour certains, d'autres le savent, on a un excellent outil. L'observatoire départemental, et elle est partie à Mali. Le moment de gloire, elle est partie.